Chers amis, projetons-nous ensemble dans un futur peut-être pas si lointain et demandons-nous si ce soir nous serions là. Peut-être pas. Peut-être que notre ADN aura été estampillé non conforme. Peut-être que pour beaucoup d'entre nous, comme pour tant d'autres aujourd'hui, les biotechnologies ne nous auraient pas accordé le droit de poursuivre notre vie au-delà de l'éprouvette et du tri. Bienvenue dans cette réflexion qu'exige aujourd'hui de nous la menace de l'eugénisme contemporain. L'eugénisme, c'est tout simplement ces méthodes, ces pratiques qui visent à améliorer le patrimoine génétique de l'espèce humaine. L'eugénisme, il est interdit dans notre code civil, mais en fait, c'est un grand principe qui aujourd'hui est vraiment en souffrance parce qu'il s'invente un nouvel eugénisme largement induit par la technique elle-même. Et nos sociétés s'y acclimatent dangereusement, si bien qu'il devient consensuel, démocratique, libéral. C'est au fond une sorte de toboggan sur lequel nous glissons. Alors gardons-nous de toujours juger les situations singulières, parfois éminemment douloureuses, mais je crois qu'il est légitime, et nous avons même cette responsabilité de réfléchir à la portée collective et à la mentalité que cela induit et aussi que cela implique. C'est vraiment un défi immense de notre monde moderne. Il touche au plus intime, à l'avenir de notre commune humanité. L'offensive de ce nouvel eugénisme, il se déroule aujourd'hui dans l'infiniment petit, dans l'embryon humain et dans l'ADN. Et je relèverai 3 fronts à cette nouvelle bataille. Le premier front, c'est l'extension du tri des embryons. On peut aujourd'hui, quand un embryon est fécondé in vitro, prélever une cellule, séquencer son ADN avec d'ailleurs des techniques qui sont de moins en moins chères. Et ensuite, procéder à un tri, les jeter, les congeler ou alors les implanter dans un utérus. C'est ce qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire, le DPI. Et il y a de fortes pressions qui sont menées aujourd'hui pour étendre de plus en plus ce diagnostic préimplantatoire, et certains espèrent profiter de la révision des lois bioéthiques pour bouleverser son encadrement qui aujourd'hui est très limité. En fait, bouleverser cet encadrement pour l'étendre à de plus en plus d'embryons et également pour faire passer toute une batterie de tests à ces embryons. Un glissement vers un DPI pour tous et un DPI pour tout. D'abord, ces tests traquent les maladies très graves, et puis ensuite les maladies moins graves, et puis les maladies pas graves, jusque maintenant, jusqu'aux prédispositions. Ce sont ces gènes en fait qui peuvent favoriser l'émergence d'une maladie sans pour autant que la survenue soit inéluctable. Cette vision, est-ce que c'est une victoire contre la maladie, ou est-ce que ce n'est pas plutôt une victoire de la sélection? Et allons encore un peu plus loin. Il y a des cliniques privées à l'étranger qui aujourd'hui vendent ces techniques à des couples qui ne sont même pas infertiles et qui choisissent de subir ces traitements qui sont lourds de fécondation in vitro et de tri des embryons pour sélectionner les embryons en fonction, par exemple, de leur sexe ou parfois même pour des critères esthétiques comme la couleur des yeux. C'est 1 million d'embryons aujourd'hui qui sont analysés chaque année dans le monde, et ce chiffre est en augmentation de 6% par an. C'est un marché qui se monte, qui est estimé à 123 millions d'euros. Le deuxième front se passe avant même la conception, dans ce qu'on appelle le diagnostic préconceptionnel. C'est cette idée qu'en amont d'un projet d'enfant, il faudrait que les parents eux-mêmes se fassent contrôler leur ADN pour évaluer leur compatibilité ou les éventuels facteurs de risque. Et là aussi, il y a actuellement des pressions politiques pour son extension, pour
qu'il soit proposé à tous et qu'il soit aussi pris en charge. La pression et l'anxiété vont peser encore plus sur les couples, mais aussi sur les soignants, et cela risque de stigmatiser ceux qui n'y auraient pas recours. Cette mentalité qui s'instaure, est-ce qu'elle ne risque pas d'entraîner des atteintes à la vie privée dans la mesure où elle s'invite au plus intime de l'union d'un couple? Est-ce que nous allons vers un permis de faire ses bébés? Comment réagir si un bébé qui n'est pas parfait se présente dans un couple pourtant considéré, validé comme apte à se reproduire? Et comment gérer aussi une incompatibilité potentielle dans le couple? Alors pour cette question-là, la réponse elle nous vient des États-Unis. Il y a des sociétés de séquençage ADN qui se sont associées avec des banques de gamètes et avec des agences de mères porteuses pour faire mouliner des algorithmes et proposer à leurs clients de choisir le meilleur donneur pour le meilleur appariement possible pour réaliser au mieux ce projet de bébé. Cela revient à ne même plus faire son bébé avec une personne, mais avec personne. Il serait irresponsable de laisser croire que sélectionner les embryons sera une assurance zéro pépin. Cette illusion, elle peut être source d'immenses désillusions, parce que ça n'empêchera ni les accidents, ni les maladies, malheureusement. Sur ces deux premiers fronts, il y a d'immenses dépenses publiques qui seraient nécessaires. Et là-dessus, le comité d'éthique, le CCNE, dans les recommandations qu'il a données pour la révision des lois de bioéthique, eh bien, il nous propose de mettre en balance ces immenses dépenses avec les économies qu'on ferait en évitant certaines vies qui nécessiteraient des prises en charge. Au fond, le message est le suivant: même si l'immense majorité des personnes naissent en bonne santé, dépensons des sommes folles en contrôle et en tests pour s'épargner d'avoir à soutenir certaines vies. L'élimination de certains est considérée comme profitable. Cette vision, elle n'est évidemment pas neutre. Elle impacte notre culture, notre mentalité, elle modifie notre regard collectif sur la fragilité, elle crée aussi des normes et de nouvelles formes de discrimination. Le troisième front, il est aujourd'hui techniquement possible d'intervenir sur l'embryon humain et sur les gamètes, ce qui ouvre la perspective de transformer au fond l'être humain dès son commencement. L'onde des chocs des jumelles génétiquement modifiées en Chine il y a un mois atteste que cette utopie est désormais à l'œuvre. De cette utopie d'améliorer l'humain, il y a des travaux qui sont menés sur le lien entre génétique et quotient intellectuel, le QI, pour imaginer sélectionner ou booster les embryons en fonction de cette note. Mais le QI, c'est au mieux une information sur la puissance du moteur, mais ça n'apprend évidemment pas à conduire. Les idéologies qui prétendent augmenter l'être humain, en réalité, elles ont une vision bigrement réduite de ce qu'est l'être humain. Est-ce qu'on se rend compte que ces prétendues normes sociales, ces stéréotypes génétiques, s'appliquent désormais à sélectionner carrément les individus? Alors que faire pour progresser vers plus de justice et de solidarité? De quoi avons-nous besoin? De quoi notre solidarité a besoin? Peut-être réapprendre d'abord à accueillir l'imprévisible et à ne pas croire que la technique serait un passage obligé pour donner la vie, parce que maîtrise et méprise ne sont jamais très éloignés. Réapprendre aussi la confiance dans la vie, dans la capacité de la vie à jaillir aussi dans nos failles. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et puis nous recevoir aussi nous recevoir chacun pour ce qu'on est, qui s'écrit qu'il faut entendre NAIT, mais aussi EST. Et accueillir et accompagner la fragilité qui ne manque jamais d'arriver au cœur de chacune de nos vies. En fait, gardons en tête que l'homme ne se résume pas à un code génétique, que la dignité de l'homme ne s'évalue pas par ses seules capacités biologiques et que notre sort n'est pas scellé dans nos gènes. En fait, notre ADN, il résonne avec notre vie qui se charge d'y ajouter des dièses, des bémols dans une mystérieuse interprétation de l'épigénétique. Notre partition d'ADN, elle résonne avec le monde qui nous entoure, avec notre petit monde, avec les événements qui nous arrivent, nos épreuves, nos peines, nos joies, et puis tout ce qu'on mange, tout ce qu'on respire, et puis tout ce qu'on boit.
Et en fait, c'est précisément ça, la vulnérabilité, c'est cette malléabilité du vivant. C'est cette permanente et extraordinaire interaction entre la vie et la biologie. C'est pour ça qu'on évolue, qu'on s'adapte, qu'on survit, en fait, qu'on vit tout simplement. Notre vie modifie notre biologie, peut-être autant que notre biologie modifie notre vie. Folie alors que de mettre la vie sous condition à cause de notre commune vulnérabilité, quand la vulnérabilité est en fait la condition même de la vie. Je crois que le monde se construit avec des forts et des fragiles, l'un pouvant devenir l'autre à tout instant, mais l'un aussi étant l'autre à tout instant. Et demandons-nous combien de cabossés ou combien de personnes qui ont eu la vie malheureusement fauchée bien trop tôt ont marqué durablement de leur empreinte l'histoire du monde. Du plus grand génie au plus grand artiste dont la mémoire traverse toutes les époques, et je suis sûre que des visages vous viennent à l'esprit et au cœur, mais aussi jusqu'au plus petit anonyme, discret, combien d'imparfaits ont fait progresser l'humanité, notre humanité. Heureusement que personne n'est venu couper leur destin génétique. Alors pour tous les imparfaits que nous sommes, et tous les imparfaits aussi de demain qui embelliront notre monde, ne laissons pas la technique, l'économie ou la politique donner ou retirer un droit à la vie, à juger quelle vie vaut ou ne vaudrait pas la peine d'être vécue. La fraternité de demain, elle s'écrit avec les décisions d'aujourd'hui. Je vous remercie.